Donc, je vais parler de la BPCO en 2022. J'ai fait une approche analytique et puis j'ai changé d'avis. J'ai mis BPCO revisité en 2022. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été revisitée? Ce travail, je l'ai déjà présenté une fois au mois de décembre au Maroc en présence de Bernard. Pourquoi je l'ai fait ce travail? Simplement parce que j'ai accidentellement trouvé cette lecture où il y avait cette question, la BPCO, maladie ou syndrome. Vous savez, pour ceux que j'agace tous les jours en parlant, je leur dis toujours la BPCO, ce n'est pas une maladie, c'est un concept, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un concept. Personne ne veut m'écouter. Et puis, en l'ERS 2021, dans le e-journal, M. Bruno Degano, un hospitalier de Grenoble, avait fait cet éditorial dans la lettre du pneumologue en disant la BPCO, maladie ou syndrome, et il disait que toutes les avancées thérapeutiques dans l'asthme donnaient d'excellents résultats, mais dès qu'on parle des BPCO, on a des ennuis, les avancées thérapeutiques n'apportent rien du tout. La preuve en matière de définition, le TVO, il faut croire le GOLD ou le GLI, certains aspects de la physiopathologie ne font que compliquer les choses, et puis le problème des œnophilies, c'est un problème qui ne s'applique pas à la pratique, qui complique beaucoup plus que s'il donne des avantages au traitement. Et puis, il conclut en disant, tout ça amène à des diagnostics inappropriés, et le patient a davantage de risques qui sont liés à la prescription inappropriée de traitement de la BPCO. Il conclut comme ça en disant, en fait, révisons notre position sur la BPCO, on part trop sur la maladie et on oublie que c'est un syndrome. Et puis, moi, ce qui m'a en plus particulièrement un peu embêté, c'est que dans le même temps, je reçois un mail de la SPLF et première biennale de la BPCO le 17 décembre 2021, et vous y avez assisté, BPCO, mieux comprendre pour innover. Quand on regarde à côté, on voit que le premier global, premier gold est sorti en 98. Il a fallu 25 ans pour se rendre compte à des experts qu'il vaut mieux comprendre pour innover une pathologie qu'ils ont défendue. Donc, ça reste un peu dans les corps du fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans le domaine du Danemark. Alors, un sentiment d'insatisfaction se dégage malgré l'existence de plusieurs consensus. Vous voyez que les recommandations ont commencé en 95 avec le RS, puis en novembre 95 avec l'ATS, et puis la BTS en décembre 97. En fait, ce n'était pas une mission impossible, c'était une guerre de clochers. Après, ils se sont tous entendus, c'est les mêmes d'ailleurs, qui ont fait le Gold, ils se sont entendus. Et puis, depuis 98, on a le Gold avec une édition tous les ans, c'est-à-dire un peu la Bible de la BPCO. Et puis, ça, tous les pays qui n'étaient pas des trois grands, c'est-à-dire le RS, BTS et ATS, ont commencé aussi à faire leur truc. Canada en a publié un, le Japon, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, et puis la France qui en 2016 a sorti son consensus, que je trouve d'ailleurs proche du bon sens clinique. C'est à mon avis un des meilleurs sans être cocorico. Il est vraiment très bien fait par rapport aux autres parce qu'il est très pratique. Et puis nous-mêmes en Tunisie en 2017, on s'est dit pourquoi pas nous, et puis on a sorti notre référentiel sur la BPC. Et puis en 2021, on a commencé à sortir ce bouquin. Le 2021 ne déroge pas aux règles, 164 pages, je peux vous dire indigeste, mal écrit, en italique, avec aucun élément qui sort, à part les modélisations qui sont bien dessinées. Le livre est indigeste. Personne ne peut lire les 164 pages du Gold. C'est impossible. Donc, autant de versions, autant de révisions. Est-ce que c'est une insuffisance des livres, insatisfaction du praticien ou les deux en même temps? La question, on va se la poser et on va essayer d'y répondre. Alors, je me suis posé la question, dans quelle direction je vais aller? Est-ce que je vais révisiter la pathologie en dehors de toute directive rigoriste ou remettre en question le concept dans sa totalité? Pour avoir beaucoup d'humilité, je me suis dit, je vais réviser la pathologie en dehors de toute directive rigoriste, ce qui est tout à fait logique. Il faut remercier quand même toutes ces personnes qui ont travaillé. Il y a certainement du bon, mais il y a aussi du mauvais. Alors, BPCO n'est pas une maladie, mais c'est un concept pathologique. C'est une idée que je partage avec Bernard depuis maintenant 20 ans. On n'a pas arrêté d'en parler. Et vous vous rappelez, j'avais moi-même conçu, ça m'appartient ce qui est là,
parce que le schéma ne m'appartient pas, mais j'avais pris un schéma qui était fait pour autre chose que j'ai mis. Vous voyez qu'il y a une évolution darwinienne du concept de la BPCO qui a commencé en 50 dans les années de Londres et qui a terminé dans les laboratoires de physiopathologie en 1980. Et puis, il y a une approche thérapeutique en 2000, parce qu'en 2000, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, en 2000, c'est l'avènement des LABA plus LAMA, tout simplement. Alors, concept pathologique en maladie individualisée. Quand on a mis le concept pathologique, il y avait la solution, on s'est dit enfin on a trouvé un concept qui est bon, où il y a l'obstruction, on peut rallier, au départ on avait rallié un peu quelques formes d'asthme, puis on a éliminé, et puis la solution était vraiment séduisante. Et puis on a mis maladie individualisée et les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé pourquoi? Parce que c'est une affection hétérogène. Regardez, il y a 11 recoupements de BPCO, quand même, d'obstruction. Il y a 4 causes de physiopathologiques majeures. Donc, il y a une difficulté, en fait, d'avoir le standard pour pouvoir se dire c'est une pathologie individualisée qu'on peut standardiser et qu'on peut traiter de façon autonome. Donc, c'était difficile, à travers uniquement ça, de se dire la pathologie est claire et nette. On est donc dans un dilemme cornélien. Est-ce qu'on retient la pathologie obstructive ou est-ce qu'on retient la maladie individualisée? Et puis, il y a la définition, une définition qui se cherche. L'ATS en 86 avait émis cette définition en disant c'est une obstruction qui n'est pas réversible dans le temps. Et puis, 98, Le Gol arrive avec vraiment le terme qui, en fait, a bouleversé l'approche de la BPCO. C'est une maladie qu'on peut prévenir, mais surtout qu'on peut traiter, parce que jusqu'à là, on ne traitait pas la BPCO. Et puis, le deuxième point, c'est associer une réaction inflammatoire anormale à des conséquences systémiques. En fait, ce n'est pas une maladie système, il ne faut pas se tromper. C'est une maladie systémique. Ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a une atteinte vasculaire qui, en fait, est due à l'acidité du sang, qui entraîne un phénomène inflammatoire, parce que c'est des malades qui sont en train de vivre avec une hypoxie de charge et qui ont un taux de lactate assez élevé. Et puis, Gold 2011, vous vous rappelez 2011, pourquoi c'était charnière? Parce qu'on a commencé à trouver les ultra-LABA et les ultra-LAMA. On a commencé à traîner pratiquement la même chose en disant c'est quand même une maladie inflammatoire. Et puis en 2021, hop, l'inflammation disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il ne faut plus donner de corticoïdes, stéroïdes inhalés, ça ne sert à rien, ça altère la situation, il faut se mettre là-bas à la main et on s'arrête là et c'est terminé pour la BPCO. Donc, on voit bien que c'est une maladie à diversité étiologique, à diversité pathogénique, à diversité thérapeutique, et vous voyez les facteurs de risque autant importants. On pensait qu'il y avait que la cigarette, mais maintenant on sait qu'il y a la pollution atmosphérique, la professionnelle, la domestique, la biomasse, donc autant d'éléments qui compliquent les choses. Vous voyez tous les acteurs qui sont incriminés. Donc il y a des variantes pathologiques multiples. Avec autant d'acteurs, on ne peut pas avoir une variante, un standard, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a des phénotypes cliniques, on a des phénotypes comportementaux, des exacerbateurs fréquents et des non-exacerbateurs aussi. Nous avons des phénotypes thérapeutiques avec des réponses différentes à différents traitements. Nous avons aussi des phénotypes physiopathologiques. Est-ce que la BPCO avec inflammation éosinophile, est-ce que c'est le même éosinophile que celui de l'asthme? Je ne crois pas. Donc c'est un éosinophile différent, donc c'est une autre forme de BPCO. En somme, il n'y a pas une, mais des histoires naturelles de BPCO et chaque patient ayant la sienne. Nécessité, en fait, d'un suivi multiparamétrique des patients pour pouvoir trouver une solution. Donc, vous voyez un peu, on a créé une pathologie et chaque patient est différent de l'autre. Et nous avons des difficultés parce que nous avons un seul traitement pour des patients qui sont différents. Est-ce que ça, c'est concevable? C'est pour cette raison que tous les ans, la BPCO se roule dans la farine, le gold, et on ne trouve pas de solution comme les solutions qu'on trouve pour l'asthme. Le diagnostic aussi. Alors, vous voyez que le diagnostic, il est simple. Vous avez des symptômes facteurs de risque, vous avez une spirométrie à faire et vous avez le diagnostic. Mais regardez bien, c'est un diagnostic qui est guidé par une approche épidémiologique, ce n'est pas un diagnostic qui est guidé par une approche clinique. Donc, on va avoir le maximum de diagnostic, le maximum de recensement, parce que la pathologie, au départ, a été une pathologie plus des épidémiologistes que des cliniciens. Il ne faut pas oublier que la BPCO est devenue une pathologie des cliniciens qu'à partir pratiquement de 1999, 2000, disons, 98 pour faire plaisir. Mais jusqu'à là,
c'était une pathologie des épidémiologistes, c'était eux qui faisaient des recensements à tort et à travers pour pouvoir nous dicter ce qu'il fallait faire. Et puis regardez un peu, vous ne trouvez pas que c'est trop simple avec tous ces acteurs, cette pathologie, ces modifications, cette façon, cette obstruction qui s'entrecoupe, toute cette physiopathologie, dire que si on a un VMS sur CV inférieur à 70%, eh ben c'est la BPC. Ce qui complique plus les choses, c'est que vous avez ces équations de référence qui sont celles de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ont des limites d'âge, de taille, d'ethnie. Alors, comment on va faire si une personne est née avant 15 ans, si une personne est née après 75 ans? Et vous voyez un peu ici que si on regarde les marges d'erreur, si on a plus de 50 ans, les marges d'erreur sont très importantes avec des faux positifs qui sont très importants. Et comme les BPCO ont tous plus de 50 ans en majorité, vous voyez qu'on est tous dans l'erreur pour situer la limite inférieure de la normale. Alors, on a créé le GLI, qui s'adapte un peu plus. Alors, le GLI, c'est le Global Lung Initiative. Et ce Global Lung Initiative avait créé un score qu'on appelle le Z-score, qui est un score beaucoup plus intéressant à approcher. Et vous voyez qu'actuellement, avec le Z-score, vous voyez ici, j'ai mis encadré, il ne suffit plus de regarder les chiffres, il suffit de regarder la petite boule noire, telle qu'elle est dans la partie sombre, c'est que c'est anormal, et quand elle est dans la partie claire, c'est que c'est normal. Et ça me paraît être, à mon avis, statistiquement, un élément d'appréciation de l'obstruction beaucoup plus intéressant et de la réversibilité nettement plus intéressant que les valeurs de la CK. L'approche thérapeutique. Regardez en 2011, avant 2011, c'est-à-dire qu'avant l'avènement des ultra-LAMA et des ultra-LAMA, il y avait ce fameux tableau où on traitait par rapport à la sévérité. Et qu'est-ce qu'on traitait? On avait uniquement 19% d'éligibles au traitement. Donc, on traitait justement que les cas qui avaient une bonne réponse au traitement. Et puis, regardez un peu, ici, je mets ultra là-bas, ça correspond, enfin, ils ont été découverts à peu près entre 2009 et 2010. En 2011, il y a eu ce tableau d'initiation au traitement qui s'appelle ABCD, cette classification en 2011. Et depuis 2011, voilà le chemin qu'on suivait et voilà les éléments qu'on a introduits pour définir les ABCD. Et puis, regardez dans les ABCD, vous avez la ligne horizontale qui partage les malades qui sont à risque et la ligne verticale médiane qui partage les malades qui sont symptomatiques en prenant le 4 inférieur à 10, le 4 supérieur à 10 et le MMRC qui est un calcul de la dyspnée supérieur à 2. Quand on regarde ces éléments-là et on voit qu'est-ce qu'il y a de plus, on voit déjà qu'avec cette classification, on a 41% qui sont éligibles au traitement. Maintenant, on voit qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a initial pharmacologique traitement, c'est-à-dire ça, c'est le tableau d'initiation. Une fois qu'on a déterminé le patient, on le met dans le tableau. Une fois qu'il a été mis dans le tableau, eh bien, le problème est tout à fait réglé. Notre patient se trouve conditionné par le tableau et n'a plus absolument aucun problème puisqu'il va recevoir sa première dose de traitement. Et puis, par la suite, on peut changer comme on veut en fonction de ce qu'on appelle la boucle qui va arriver. Le problème, c'est que le MMRC 2 correspond-il au 4-10? Ça a été la grande question. Il y a une équipe coréenne qui a travaillé dessus. Et vous voyez que l'équipe coréenne qui a travaillé dessus avait démontré qu'en fait, on était dans l'erreur. Le 4-10 correspond à un MMRC de 1 et que le 4-21 correspond à un MMRC de 2. Mais que les rédacteurs, eux, du GINA, du GOLD, n'ont pas oublié, parce que quand vous regardez ici le tableau du D, regardez, je vais l'agrandir, et vous voyez que dans le groupe D, ils tiennent compte du 4 supérieur à 20 pour pouvoir initier le traitement triple des patients. Donc, eux savaient très bien que le 4-10 n'était pas le 4 symptomatique. Alors, pourquoi ils ont fait ça? J'ai essayé de comprendre. Et regardez un peu la concordance entre les groupes usant le 4-10 et le MMRC2. Si, par exemple, vous utilisez le 4-10, qui est le COPD Assessment Test, le questionnaire, si vous utilisez le 4-10, vous avez 63,3% de D. Si vous utilisez le MMRC2, vous avez 35,9% de D. Ça veut dire quoi en pratique? C'est-à-dire qu'ici, vous traitez 42,7% des gens, ici, vous traitez 82,5% des gens.
vous traitez pratiquement le double des gens en prenant un 4 qui est autour de 10. Donc, à retenir que le taux d'évaluation ABCD pour le traitement, uniquement pour le traitement initial, et qu'une fois le traitement initial établi, voilà ce qui se passe, on va simplement rentrer dans cette boucle. On revoit les dyspnées, les exacerbations, on évalue l'adhérence au traitement, le côté non pharmacologique, particulièrement le tabagisme et les facteurs professionnels, et puis on ajuste, soit on switch le traitement, soit on augmente, soit on diminue le traitement. L'éosinophilie maintenant, alors le problème des l'éosinophilie, regardez bien ce qu'ils disent ici. Ils disent que l'éosinophilie, l'utilisation de l'éosinophilie est valable si le taux d'éosinophilie est supérieur à 300, le corticoïde inhalé, on peut l'utiliser lorsque l'éosinophilie est supérieure à 300 cellules par microlitre. Mais ça, quand ils le disent, c'est dans le traitement initial uniquement. Regardez ce qu'ils disent après. L'utilisation des corticoïdes inhalés au suivi est déterminée en fonction des symptômes de dyspnée et d'exacerbation. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a initié, on peut ne pas tenir compte et tenir compte uniquement du suivi du patient. Donc, en fait, tout ce tralala qu'on a fait autour des œnophilie, c'est uniquement pour initier une fois. On n'en a pas besoin. Si ce malade a mangé des crevettes et des moules ce jour-là, et qu'il a un peu de parasites et que vous allez trouver 400, il aura des corticoïdes inhalés, même s'il ne le doit pas. Et par la suite, pour les enlever, ça va être compliqué. Et vous voyez que là, on remet toujours en place notre deuxième couche. C'est indiqué dans les VPCO avec une VMS inférieure à 50%, exacerbation fréquente. Et là, ils ont fait le tableau avec les feux rouges de circulation. Pour le strong support, c'est quand il y a vraiment des exacerbations, quand il y a une histoire d'hospitalisation. Et puis, on peut les utiliser quand il y a une modérée d'exacerbation. Il ne faut pas les utiliser quand il y a les pneumonies, quand il y a les mycoses, et quand l'éosinophilie est inférieure à 100 cellules par microlitre, et quand il y a une histoire de tuberculose. Mais en fait, quand on regarde les exacerbations, comment faut-il les comptabiliser? Regardez cette étude qui a été faite, qui est très intéressante déjà, en disant que 50% des exacerbations sont non reportées. Ça, quand le malade vraiment est conséquent avec lui-même. Mais je prends l'exemple en Tunisie, je suis sûr que n'est rapporté que 1 sur 5. Donc, quand il vient vous voir, il a déjà fait 5 exacerbations, il s'est automédiqué. Et là, pour nous dire, alors ça, j'ai bien aimé, regardez un peu les œnophilies, un biomarqueur. J'ai bien aimé, ça a été fait en 2017. Regardez bien ce qu'ils disent à la fin. Si vous avez un taux bas, c'est improbable qu'il y ait une réponse aux corticoïdes. Et si vous avez un taux haut, c'est très probable. C'est-à-dire que vous ayez un taux bas ou taux qui est haut, vous êtes toujours dans l'incertitude du traitement de mettre les corticoïdes inhalés. On est dans l'improbable et dans le très probable, mais on n'est jamais dans le sûr et certain. Donc, pas de certitude. Voilà, exactement. Et là, pour dire une chose qui est importante, la réponse aux corticostéroïdes inhalés n'est pas prédite par la réponse aux stéroïdes oraux, l'hyperactivité bronchique ou la réversibilité du VMS. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'en exacerbation, il va bien répondre aux corticoïdes oraux qu'il va répondre par la suite aux corticoïdes inhalés. Mais en fait, j'aime bien ce tableau, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Il est très simple. D'abord, il montre un élément important. Regardez les cases. Gold C2, C3. Le gold A, c'est un C1 en fait. Et le gold B, c'est un D1. Pour vous dire que déjà dans le D, il y a des variantes de D, des variantes de C, des variantes de B, et de l'entrecoupage entre le B et le C, et entre le C et le A. Donc, vous voyez un peu cette complexité. C'est pour ça que, partant du principe, si le malade va vers l'exacerbation, il vaut mieux lui mettre des corticoïdes inhalés. Si le malade va vers les symptômes, à mon avis, il vaut mieux mettre uniquement des bronchodilatateurs. Alors, je vais reprendre par la suite, juste en élément critique et très rapidement, l'association ASM-BPCO. Là, il y a tout un bouquin qui est sorti dessus, vous vous rappelez, et on se gargarisait à se dire overlap syndrome, ACOS, et on se faisait un plaisir à montrer notre science infuse. Et puis, voilà ce qu'a servi, l'ACOS, ça a servi à créer un syndrome pour exclure les malades de l'étude flemme. Lorsqu'on exclut les malades de l'étude flemme qui sont ACOS, c'est-à-dire qui en fait ont un peu un caractère un peu exacerbateur, eh ben, on a pu démontrer que là-bas, la main sont nettement supérieures à l'association
des corticoïdes inhalés. Et puis, juste l'année d'après, ça c'est en 2016, juste l'année d'après, 2018, toujours à l'ATS, sort l'étude d'impact. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait en 2017? On a dit, c'est plus la cause, c'est la co. Donc, comme c'est la cause, c'est plus un syndrome, ces malades peuvent être replongés dans les études. Donc, on a fait l'étude d'impact et l'étude d'impact a démontré qu'en fait, les corticoïdes avaient un effet bénéfique sur certains patients. Donc, les patients, c'était qui ces patients? C'était les patients qui étaient éliminés avec les ACOS. Donc, pour contenter d'un côté tel labo et contenter tel autre labo et remettre les corticoïdes en selle, on a créé ACOS, ACO. Et puis, pour conclure, dans le 2020, on a carrément enlevé le terme d'ACOS et maintenant vous n'avez ni overlap syndrome, ni ACOS, ni ACO, le problème pharmacologique des labos étant réglé. Alors, l'approche maintenant, peut-être, je dis bien peut-être, l'approche future, à mon avis, de cette BPCO va être comparable à celle de l'asthme. C'est une approche stratégique, c'est une médecine de précision parce que chaque patient ou chaque groupe de patients va avoir sa pathologie. Et là, je vais vous montrer un peu pour l'avenir ce qui va se passer. On va être dans la thérapie ciblée parce que ce n'est pas possible. C'est une pathologie, si on veut la considérer pathologie individualisée, c'est tellement complexe, tellement différencié que forcément, on ne peut pas se contenter d'avoir un standard. Donc, on va aller vers la thérapie ciblée. Alors, moi, voilà ma conclusion. Si on reste dans un concept pathologique obstructif, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir, il est soit spastique, soit distendu, disons en gros, il va, excusez-moi le terme, le cul entre les deux chaises. À ce moment-là, on sera dans le bon compromis et on va se dire c'est un concept pathologique. S'il est spastique, c'est plutôt, on va aller vers la corticothérapie inhalée. S'il est distendu, on va aller plus vers les labalabas. Si on veut faire une maladie individualisée, notre situation va changer et vous voyez dans quelle situation on va se trouver et on va se trouver dans le non résolu définitivement et en ça, on va s'embourber dans l'éternel non résolu et on n'en sortira jamais. Voilà, je tenais à vous remercier de m'avoir écouté et merci pour votre attention.